La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio 90. Bienvenue sur e-radio et e-TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Espace politique. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui l'ancien député de Besdouniac, Cheikh Oumar Sy. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes également le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. L'autre invité, c'est Babacar Gueye. Bonjour Babacar. Bonjour Antoine. Vous êtes le porte-parole de Macky 2012, président du parti Initiative républicaine. Alors, nous avons une forte actualité politique ces derniers jours, marquée par les manifestations de l'opposition et de la société civile pour exiger la lumière sur l'affaire Petro-Tim. Sam Sunyureo aussi, qui fait des contre-manifestations. Il y a la fixation de la caution pour les élections locales et le décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité de pilotage du dialogue national. Le premier point que nous allons aborder, cher Oumar Sy, ce sont ces manifestations de la plateforme Arlunyobok et contre-manifestations de Sam Sunyureo. Alors, est-ce que cette façon de lutter peut aider à faire éclater la vérité dans l'affaire Petro-Tim? Merci beaucoup, monsieur Antoine Diouf. Je salue monsieur Babacar Gueye, qui est là aussi pour ce débat. Et j'espère que ce débat sera riche pour les auditeurs de e-radio. Et la question que vous venez de poser est une question pertinente. Nous savons que nous sommes dans un pays de droit et aussi qu'il y a le citoyen a des droits aussi de pouvoir manifester dans la légalité et dans l'encadrement de ce que notre loi permet. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une question qui a été soulevée et à maintes reprises sur la question de la transparence dans le contrat entre Franck Timis et l'État du Sénégal. Et je crois qu'à un moment donné, nous avons entendu, pour ne pas citer, une télévision internationale, BBC oui. Qui a fait un reportage sur ce dossier-là avec des montants qui ont été vraiment mis sur 10 milliards de dollars et aussi des revenus qui ont été reversés à M. Sall. Et je crois que ce débat, c'est ce qui a causé en fait plus ou moins cette exigence populaire aujourd'hui de voir beaucoup ces manifestations répétées, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le dossier, dans le contrat de Petro-Tim et il y a eu malversation financière ou pas. Pourquoi il y a eu l'implication du frère du président? Ce sont des questions qui sont là, qui ont poussé aujourd'hui à M. Sall à démissionner de ses fonctions. Nous savons que donc il y a une pression que l'État a sentie et a senti aussi le besoin de se justifier parce qu'ils ont parlé de tous les contrats qu'ils sont en train de publier, mais surtout ils ont sorti aussi des éléments pour dire que les chiffres avancés aujourd'hui par BBC ne se justifient pas et ne sont pas fondés. Et je crois que dans cette série de aller-retour, va-et-vient, la justice a son rôle. C'est pourquoi le procureur a été saisi. Même si on peut aussi avoir un avis sur la manière dont il s'est prononcé sur ce dossier, oui. Il revient toutefois au procureur et à la justice sénégalaise de nous éclairer sur ce dossier-là pour qu'au moins les Sénégalais et les citoyens puissent avoir la véracité dans ce dossier-là. Et ces manifestations, qu'est-ce que ça peut faire dans l'éclatement de la vérité dans cette affaire? Vous savez, déjà, ces manifestations ont poussé M. Sall à démissionner. Oui. C'est déjà quelque chose. Maintenant, ce qui en suit, c'est de voir aujourd'hui, est-ce que les citoyens vont continuer à sortir et que ça continue à être cette forme d'exigence, ou plutôt qu'il y aura un moment d'attente de la part de la justice pour nous éclairer, parce que des gens sont en train d'être auditionnés, d'être écoutés, et aujourd'hui la population a besoin de savoir. On entend aujourd'hui que la semaine prochaine, non, le vendredi, ils seront à Guédiawaye pour manifester encore. C'est vrai que ça peut poser problème, parce qu'il y a aussi des citoyens qui ne manifestent pas, qui veulent aller vaquer à leurs occupations. Mais toutefois, reconnaissons qu'il y a le droit à la manifestation et qu'une manifestation organisée, que la dernière a été autorisée par le préfet, je crois qu'ils veulent maintenir cette pression-là. Mais pression politique, on va dire. Pression politique, oui. Pression de la société civile, la pression existe. Ce qu'on doit en tirer en définitive, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de nos contrats,
il faut veiller à la transparence depuis le début pour éviter d'entrer dans ces situations sociales un peu tendues. Cheikh Oumar Sy. Alors, Babacar Gueye, Aar Lu Ñu Bokk manifeste, Sama Soumaré manifeste. On sait que ces deux entités de bords opposés, est-ce que cela ne va pas entretenir le flou dans cette affaire, même s'il y a la pression de la rue dans cette affaire Petro-Tim? Oui, merci Antoine. J'en profite pour saluer Cheikh Omar, que je suis. Vous aussi, je vous suis très bien et je magnifie votre pertinence. Merci. Et la manière dont vous abordez les débats, parce que aussi c'est important de voir quand même des journalistes qui posent les bonnes questions. Ensuite, je salue le peuple sénégalais globalement qui suit avec intérêt ce débat sur le pétrole et qui tient à ce que ces ressources soient bien gérées. Je trouve que ça, quand même, c'est aussi une autre chose à magnifier. Oui. Mais je profite de ce plateau pour saluer les militants de mon parti, tous les militants de Benno Bokk Yakaar, dont il a fait partie pendant un certain temps, et le président de cette coalition qui est le président Macky Sall. Et je pense que son souci, comme il l'a décliné dès le départ, et comme il l'a fait en créant les institutions comme l'OFNAC, en s'inscrivant à l'ITIE, etc., etc., je crois que ce qu'il veut, c'est quand même que nos ressources soient très bien gérées et que cela aille dans le bon sens. Franchement, s'il n'avait pas ce désir, il n'entamerait pas un tel processus. Maintenant, les manifestations, je pense que ceux qui manifestent, effectivement, ont le droit de le faire. Mais tant que cela n'empiète pas sur la liberté des autres. Je le dis très souvent et je le répète, le préfet de Dagana, je lui ai un jour posé cette question en lui demandant, mais monsieur le préfet, pourquoi des fois vous interdisez systématiquement les manifestations? Il me dit, ouais, vous les politiques, quand on vous fait changer d'itinéraire, vous refusez. Mais des fois, quand on regarde les itinéraires que vous suivez, il y a un vendeur de tchaf, ou bien tout simplement le plus petit vendeur du coin, qui veut aller vaquer tranquillement à ses occupations, gagner son pain et aller remettre la dépense quotidienne chez lui. Et si vous passez par là-bas, vous l'empêchez de mener ses activités. Très bien. Et certainement, nous manifestons notre colère, nous manifestons un certain désagrément, mais lui, nous l'empêchons d'amener quelque chose chez lui. Donc c'est encore plus grave, cette personne à qui on a ôté cette liberté de nourrir sa famille, ne serait-ce qu'une journée. Justement, est-ce qu'on communique assez sur ces aspects qui sont quand même importants? Voilà, c'est ça, moi je lui dis, c'est sur ces aspects-là qu'il faut communiquer. Et la dernière manifestation de Aar Lu Ñu Bokk qui a été interdite, si vous regardez bien les motifs évoqués par le préfet, lui-même dit après investigation. Ça veut dire qu'il y a certaines convergences et certaines, comment on dit, certains chocs entre des manifestations d'origine différente qui pouvaient se créer et il a cherché tout simplement à éviter cela. Et je crois que gouverner, c'est aussi anticiper sur énormément de choses. Maintenant, j'aime bien que les gens manifestent. J'aime bien que les gens demandent qu'on éclaire. Mais qu'on éclaire quoi? En fait, moi, le problème le contrat avec mais en fait, les contrats sont sur l'internet et les contrats sont clairs. Tous les contrats sont régis soit par le code de 98 ou régis par tous les contrats qui vont venir après par ce dernier code de 2019. Mais est-ce que tout a été dit dans les contrats dont vous parlez? Parce que si c'était le cas, peut-être ceux qui réclament la lumière ne l'auraient pas réclamé. C'est à ça que j'appelle. Oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient dans un plateau, décrit, dit que il y a de l'ombre, c'est pas clair, il y a de la nébuleuse. Mais il n'a qu'à pointer du doigt là où il y a la nébuleuse. Alors, moi, je me pose des questions très simples parce que je ne vais pas aller au-delà de l'intellect des autres. Je me dirais tout simplement, où est le problème? Première question. Les contrats sur l'Internet, tout le monde peut en connaître la quintessence. Thierno Alassane Sall lui-même, qui est aujourd'hui dans l'opposition, qui a été ministre de l'énergie, dit que le code est bon, les contrats sont bons. Lui-même le dit, les contrats sont bons. Maintenant, lui aurait préféré Cosmos, là où le président avait préféré Total. Là aussi, il y a eu une divergence de position, parce que le président lui dit qu'il ne va pas mettre tous ses œufs dans un même panier, parce que Cosmos, quand même, a énormément de contrats ici. Première chose. Deuxième chose, Total, c'est deep offshore. D'accord? Cosmos, c'est middle offshore. Donc, vous voyez, même si la somme proposée est plus intéressante, là où va l'autre,
et là où s'arrête le premier, voyez la différence. Oui. Donc il y a quand même des choses qu'on n'a pas dit aux Sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et quelle est la différence qu'on a entre les deux propositions de Total et de Cosmos. Autre chose d'intéressant dans cette histoire, et la question que je me pose, est-ce qu'un Sénégalais lambda, on sait que dans le monde des affaires, le courtage est courant. Alors, est-ce que le Sénégalais lambda, qu'il s'appelle Gueye, Sall ou Si, est-ce qu'il a le droit d'être courtier? On en voit dans le bâtiment, on ne le décrit pas. Oui. Est-ce qu'ils ont le droit d'être courtiers dans le pétrole? C'est une question qu'il faut se poser. Oui. Maintenant, est-ce qu'un Sénégalais lambda, parce que le concerné frère du président de la République lui-même refuse ce oui. terme courtage. Il a été employé. Et moi, il a utilisé une phrase qui m'a un peu quand même touché. Oui. Bien que je n'entrerai pas dans les histoires d'Aliou Sall, ce qui s'est passé en dessous de table, je ne connais pas. S'il y en a eu, peut-être il n'y en a pas eu, parce que là, c'est sa bonne foi qui compte. Le reste ne compte pas. Et je me limiterai à sa bonne foi. Mais il a dit une phrase qui m'a véritablement touché. Quand il a dit, mais si je ne suis pas dans le privé et que je ne peux pas être employé par l'État, qu'est-ce que je ferai? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort sur ce point. Oui, d'accord. Voilà. Mais est-ce que vous savez très bien, si c'était peut-être un cher Omar Sy, que les choses n'allaient pas se passer comme ça, le frère du président de la République qui a facilité les choses pour Franck Timis. C'est la question que tout le monde se pose sur ce plan. Oui, pour terminer. N'est pas au Sénégal depuis 2011 parce que l'affaire commence en 2011. Le président Macky Sall n'était pas au pouvoir. Franck Timis était là au-delà, il était là en 2010. Franck Timis a eu le bloc sud et le bloc nord qui ont été retirés par l'État du Sénégal. Oui. Et l'État du Sénégal est en contentieux contre Franck Timis. Ce que les gens ne disent pas aussi, c'est qu'aujourd'hui, Franck Timis, si on peut l'appeler comme ça, fait partie des personnes qui combattent l'État du Sénégal dans les tribunaux. Très bien. Donc, franchement, en un certain temps, il a profité d'une opportunité. Wade était là. Est-ce qu'il devait en profiter? Est-ce qu'il ne devait pas en profiter? La question se situe à ce niveau. Est-ce que toutes les sommes qu'il a eues, peut-être, on peut dire sur le dos du Sénégal, ou bien même pas, parce que là aussi, je donne ma langue au chat, est-ce que il devait l'avoir ou il ne devait pas l'avoir? Très bien, c'est bien clair. Babacar Gueye, oui, à l'instant. Alors, cher Omar Sy, j'imagine que vous avez des précisions à faire par rapport à certains points qu'il a soulevés. Mais ma question, avant que vous n'apportiez ces précisions, c'est que dans d'autres pays, on a vu que des contrats ont été signés sous le nez et la barbe de la société civile et de la classe politique. Aujourd'hui, la société civile sénégalaise et la classe politique, j'allais même dire l'opposition, a dit on veut la transparence. Est-ce que cela signifie aujourd'hui qu'on ne pourra plus jamais faire quelque chose sous le nez et la barbe du peuple sénégalais? Parce qu'il y a une certaine sentinelle, la société civile et l'opposition. C'est ça en fait la force de la démocratie. La démocratie n'est pas statique, elle est évolutive. Et aujourd'hui, cette forme de manifestation et d'éveil citoyen sur la gestion de nos ressources est à saluer. C'est vrai, il faut au moins une jurisprudence. Il faut des cas sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir encadrer dans le futur tout cela. Il a posé des questions qui sont légitimes. Moi, je ne dirais pas, il y a la présomption d'innocence, je n'ai jamais accusé M. Sall de quoi que ce soit. J'ai dit que dans ce cas, il a été soulever des questionnements par rapport à ce contrat. Le contrat, comme il l'a dit, il a commencé avec Maître Wade qui a signé, M. Souleymane Ndéné qui a signé, Maître Karim Wade a signé. Macky est venu, a fait le président de la République, Macky Sall, est venu, il a signé le décret. Donc c'est un processus. Et moi je pense, pour être juste et équitable, si la justice joue normalement son rôle, elle suit toute la chaîne pour nous dire voici où aujourd'hui le problème a eu lieu au niveau de ce contrat, s'il y en a. S'il n'y en a pas aussi, la justice va nous le dire. Maintenant, la question liée aussi aujourd'hui au contrat, que ce soit au Sénégal et un peu partout, c'est devenu une exigence de transparence. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, si l'État a toute la légitimité et la latitude de signer les contrats comme ils veulent, ça pose problème. Et je vous le dis, quel est le maillon faible dans ces contrats qu'on a signés? Ce n'est pas de dire qu'on a donné à Cosmos ou on a donné à Total, c'est que l'absence totale du suivi et du contrôle du Parlement. Aujourd'hui, vous allez au Ghana, vous allez au Nigeria, vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les subcommittees qui sont dédiés à des questions données.
Et tous ces pays-là, aujourd'hui, ont des commissions dédiées aux ressources minérales. Ça veut dire quoi? Vous allez au Ghana, il y a ce qu'on appelle le GNPC qui est à l'image de Petrosen. Quand GNPC doit faire signer un contrat, ça passe par la sous-commission qui regarde les candidats. De l'Assemblée nationale? Oui, qui regarde les candidats, qui regarde les offres, qui regarde la conformité de ces offres-là, avant que ça soit, comme on dit, un public et un offre publique pour voir aujourd'hui qui gagne quoi et qui avance. C'est ce que vous souhaitiez que ce soit le cas au Sénégal? Au Sénégal, mais dans ce débat-là, aujourd'hui, on parle tellement de l'État et on oublie et on occulte que dans notre constitution aujourd'hui, on donne un rôle de contrôle. Et je le dis parce que j'ai été parlementaire. Nous avons on a mis en place le réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Et avant même que toutes ces questions soient aujourd'hui des questions qui sont posées dans la rue, nous avons travaillé là-dessus pour voir exactement. Et nous avons fait des recommandations et nous avons travaillé avec le gouvernement dans le code minier de 2016. Nous avions eu des recommandations aussi pour le code de 2019. Malheureusement, le même processus n'a pas suivi lieu parce qu'il y avait un processus long avec le code minier, mais il n'y a pas avec le code des hydrocarbures. Moi, ce que je dis, il faut qu'on tire une leçon de ce qui se passe dans ce cadre-là. Qu'on fasse de telle sorte qu'aujourd'hui, le Parlement soit... Parce que si vous voyez aujourd'hui des manifestations ont lieu dans la rue, c'est parce que dans ce maillon, le Parlement n'a pas joué son rôle. Parce que si le Parlement avait contrôlé l'État et l'effectivité des contrats, le respect aujourd'hui par rapport à la conformité, je pense qu'on serait là à ce débat-là. Oui, justement, est-ce que le Parlement avait les moyens à l'époque de faire ce travail de contrôle dont vous parlez? Parce qu'actuellement, c'est dans notre Constitution, ce qui n'était pas peut-être le cas. Oui, mais même s'il n'y avait pas avant, ces modifications rien constitutionnelles. n'empêche le Parlement, dans le cadre de la Constitution qui a été votée, de mener une enquête parlementaire sur ces dossiers-là. Je ne parle même pas de Petrodim, mais même si on ne croit pas trop aux enquêtes parlementaires. Oui, mais il faut qu'on évolue. Il faut aujourd'hui qu'on dépasse l'Assemblée nationale de 1960 pour l'adapter aujourd'hui à l'Assemblée nationale de 2019. On ne peut pas fonctionner avec l'Assemblée senghorienne. Il faut qu'on s'adapte à l'Assemblée Management 2.0 où le contrôle est effectif, où le contrôle citoyen est exigeant. Si le Parlement ne contrôle pas, ces situations, on va les revivre. Et aujourd'hui, le problème qui se pose est la confiance aussi au niveau de certains citoyens vis-à-vis de la justice. Vous avez vu les sorties contre nos juges, nos magistrats, que je déplore parce que normalement, la justice est un des piliers qui retient, qui peut permettre à nos États d'être solides. Moi, je ne regarde pas la justice comme quelqu'un qui sanctionne, mais je regarde la justice comme un régulateur économique dans notre pays. Parce que si la justice ne fonctionne pas, normalement, l'économie en pâtit. Et aujourd'hui, le dossier est revenu à la justice. Et ça... Alors qu'on aurait dû l'éviter. Alors qu'on aurait dû l'éviter. Si le dossier est effectivement arrivé à la justice, c'est parce qu'il y a eu problème. Il y a eu problème. S'il n'y avait pas de problème, je ne vais pas tirer sur un tel ou savoir, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ce que je dis, c'est important. Mais Antoine, au-delà de tout ce débat, je crois que le problème fondamental de ce que nous ne prenons pas en compte aujourd'hui, c'est l'effet psychologique de l'arrivée du pétrole et du gaz sur nos populations. On ne prend pas en compte encore l'effet de l'économie pétrolière et gazière et on n'en discute pas parce qu'on a pris peut-être ce sera l'autre mais étape ou la prochaine étape. Parce si on avait réglé cette question de transparence dans le début, on serait aujourd'hui dans le processus de préparation de nos entreprises locales et industrielles pour pouvoir on a perdu du temps, vous voulez dire? Oui, on a perdu énormément de temps. Énormément de temps. Et je ne souhaite pas dans le futur. Ce que je recommande, et je dirais à mon frère Babacar, que ce soit sur la table, aujourd'hui on a donné assez de permis miniers, assez de permis pétroliers et gaziers. Il faut surseoir sur les autres permis et faire une évaluation exhaustive et dire aux Sénégalais, voici les ressources disponibles. Ça, on peut l'exploiter aujourd'hui. Mais laissons ça pour demain, comme les États-Unis le font, parce que les ressources, ce n'est pas une question de manne financière, les ressources sont d'abord une question de sécurité de l'État. Si vous voyez aujourd'hui la France, l'Angleterre, et d'autres pays se battent pour les ressources ou détenir des ressources dans les Moyen-Orient, c'est parce qu'il en va de leur propre sécurité. Et nous devons aujourd'hui imaginer ces ressources-là
comme une condition sine qua non qui nous permet de sécuriser nos populations, notre avenir, mais pour pouvoir prospérer économiquement. Sinon, on aura l'immigration. Cheikh Oumar Sy. Alors, Babacar Gueye, justement, cette question qu'il a posée est extrêmement importante. L'Assemblée nationale, dans des questions comme celle-là, vous êtes favorable à ce que l'Assemblée nationale prenne l'exacte dimension des choses et s'implique davantage, puisque elle a un rôle aussi constitutionnel sur ce plan. Je suis parfaitement d'accord. Mais pour cela aussi, il faut que nous avancions d'un palier. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à rester dans cette démocratie de suspicion où quand on est à l'opposition, tout ce qui se fait de l'autre côté est mauvais. Quand on est au pouvoir, tout ce qui se fait est bon et tout ce que l'opposition fait est mauvaise. Donc franchement, moi je trouve qu'il faut que l'on dépasse cette démocratie de suspicion. Cheikh Omar, je l'ai suivi à l'Assemblée. Je sais que c'est quelqu'un quand même, c'est pourquoi j'étais très honoré quand on m'a dit qu'il va être là. Parce que honnêtement, je l'ai suivi de loin et de près d'ailleurs, et je sais que c'est quelqu'un quand même qui a été très juste dans ses propos. C'est quelqu'un qui a été quand même assez éloquent, assez élégant même en tant que démocrate. Son travail en tout cas a été salué par l'opinion, ça on va le dire. Merci beaucoup, tout le monde l'a salué. C'est la vérité, on va le dire. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut dire aussi que c'est pas bon. Et aujourd'hui à l'Assemblée, il y a des députés qui sont comme ça. Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, il y en a qui sont comme ça. Il y a d'autres, que ce soit mauvais, que ce soit bon, que le président fasse ce qu'il veut, ça les intéresse pas. Eux, ils te disent quand on est avec quelqu'un, tout ce qu'il fait, il faut être avec. C'est pas bon. Ça, c'est une mauvaise perception de la chose. Il y en a qui disent tant qu'ils sont dans l'opposition, il faut jeter du sable dans le couscous. Ça aussi, c'est un très mauvais comportement. Et on voit par exemple des gens de l'opposition aujourd'hui qui ont du buzz, qui sont arrivés à arnaquer toute la jeunesse, environ une bonne part de la population sénégalaise sur du faux. Imaginez comment quelqu'un peut écrire un livre sur le pétrole. Mais dans ce livre, il n'y a que des suppositions. Il paraîtrait évidemment, il paraîtrait que, je suppose que, regardez tout, l'ensemble des pages, Alioune Sall détiendrait, donc rien n'est basé sur du vrai. Et qui a carrément décidé de ne pas répondre à la justice. Bon, ça c'est autre chose. C'est lui-même qui demande au procureur de s'autosaisir, le procureur prend le dossier en main, l'appelle, il lui envoie ce même livre. Mais comment est-ce qu'on peut juger sur un ouvrage qui n'est basé que sur des suppositions? Déduction. Mais déduction, c'est-à-dire il faut quand même que certaines personnalités politiques quand même mettent un peu de sérieux dans ce qu'ils font. C'est ça la déduction. Deuxièmement, vous poursuivez votre raisonnement. Voilà, j'aurais bien aimé cela. Parce que, moi, je l'ai dit à l'heure, ce que je veux, c'est que l'on pointe du doigt le problème. Je vois un autre, par exemple, que j'aime bien, parce que quand même que je magnifie son combat politique, je magnifie son combat pour la transparence, c'est Clédor Sène. Bien que certains cherchent à le décrier. Moi, je trouve que toute personnalité sénégalaise qui cherche à trouver la faille, qui cherche à trouver là où le bas blesse, ça aide la République à avancer. Tant que les gens savent qu'ils sont sous surveillance, je crois qu'ils se mettront sur le droit chemin. On a vu le rapport de l'OFNAC. Quand c'est contre l'État, tout le monde magnifie et applaudit. Quand c'est pour l'État, on dit que non, l'OFNAC est à la solde du président Macky Sall. C'est ça qui n'est pas sérieux. Je trouve qu'on doit accepter que quand l'État fait du bien, l'État fait du très bon, que quand l'opposition fait du bien, l'opposition est dans son rôle. Et cesser tout simplement cette suspicion, ce sabotage qui n'a absolument pas de sens. Et désigner les problèmes du doigt. Moi, je veux qu'on me dise que voilà où est-ce qu'on a eu une faille. Par exemple, j'ai entendu Clédor dire que le président Macky Sall a pris 10 millions de dollars, je ne devais même pas en faire la publicité, 10 millions de dollars sur le contrat total. Je dis que ça ne figure nulle part sur le contrat. Je l'ai entendu redire que, oui, lui, il demande aux autres de répondre. Mais moi, je ne vais pas répondre à quelqu'un qui n'a pas de documents, qui n'a pas de preuves et qui avance comme ça des propos sur la douane. C'est le meilleur moyen de flouer les Sénégalais et il sait pertinemment que personne ne perdra son temps pour aller l'attaquer au tribunal. Parce que même si on l'attaque au tribunal, le Sénégalais lambda qui est contre dira « Ouais, bon, ces gens-là, ils sont en train d'user de leur biceps. » Voilà le problème. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il faut que tout le monde sache, de notre côté comme du côté de l'opposition, que les intérêts
de la nation sont supérieurs à nos intérêts à tous et que chacun avance dans ce sens. Franchement, c'est ce que j'aurais souhaité et je crois que le débat est à ce niveau. Que l'on fasse des enquêtes sérieuses avant d'indexer une difficulté ou un problème. Je vous jure que le jour où on indexera un problème, où on accusera quelqu'un d'un fait tangible, indéniable, moi je soutiendrai cette cause. Mais tant qu'on sera dans il faut éclairer, c'est nébuleux, et on ne sait même pas qu'est-ce qui est nébuleux, là ça pose problème. Très bien. Le déroulement des auditions, cher Omar Sy, nous allons parler. Des auditions ont été faites depuis le début. Alors, qu'avez-vous à dire sur ce qui a été fait jusque-là? Monsieur Diouf, je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que, bon, il y a certaines personnalités de l'opposition qui se sont présentées. Le procureur est en train d'écouter. Certains disent que oui, pourquoi le procureur n'a pas encore entendu Monsieur Sall. Bon, j'essaie au maximum, malgré les aléas, malgré ce qu'on a vécu, pour ne pas le dire, certaines situations injustes pour moi. Je l'ai toujours défendu, c'est le cas de Khalifa Sall. Mais pour moi, j'essaie toujours de faire en sorte d'avoir confiance en ma justice. Je ne vais pas préjuger de ce que le procureur va dire à l'avance. Je lui donne le bénéfice du doute tout en sachant qu'il doit être dans la posture de dire je travaille pour le peuple sénégalais. Et quand je parle de la justice, aujourd'hui, ce que j'inviterai, c'est qu'il faut avoir une justice complètement indépendante. Le président Macky Sall a une opportunité énorme aujourd'hui devant lui, parce que c'est son dernier mandat, de mettre les piliers essentiels pour sécuriser nos institutions. Il peut, de sa propre volonté, que ce soit l'OFNAC, l'IGE, leur donner leur indépendance totale et s'inscrire dans la postérité. Parce que s'il le fait, et s'il restructure l'Assemblée nationale, tous ces faits qui se sont passés derrière nous, il va les régler et ce sera définitivement derrière nous. Le procureur a pour devoir aujourd'hui de transcender tous les partis politiques et de regarder simplement et honnêtement ce qu'il y a lieu de préserver en tant que nation, c'est-à-dire l'intérêt général de la population. Et de dire de manière honnête et sincère aux Sénégalais, s'il y a manquement, il y a effectivement manquement et il faut les régler et il faut sanctionner. Et le procédé utilisé, bon, le procédé, c'est ce que je dis. Est-ce que ça peut aboutir à ce dont vous parlez justement? Ça nous a beaucoup étonné, oui. Parce que moi, c'est la première fois quand même, je suis ni juriste, mais quand même que je me mette devant la télé et j'entends le procureur de la République dire je fais un appel à témoins et ceux qui veulent déposer ou ceux qui veulent dire quelque chose. Ça vous laisse perplexe? Ça me laisse perplexe. Je crois que le procureur aurait pu, de manière très simple, dire je me saisis de ce dossier, je ferai le travail nécessaire et les personnes qui se sont prononcées ou qui vont être convoquées et nous allons statuer sur effectivement si ce dossier a une malversation ou pas. Mais s'épancher sur cette question-là et faire appel à des témoins, alors que dans le passé, il ne l'a jamais fait. Il y a eu beaucoup de dossiers, il les a gérés, il a convoqué des gens. Mais dire que celui qui a quelque chose, il n'a qu'à l'amener quand même, pour moi, c'est pas un bon procédé. Je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, peut-être qu'il connaît son métier mieux que moi. Oui. Mais ça nous a étonnés dans la démarche et ça nous a laissé perplexes. Mais je pense que des fois, il faudra qu'on revienne à une réserve qui nous permet aujourd'hui de nous distancer de chapelles politiques. Qu'on soit de l'opposition et du pouvoir, aujourd'hui la justice doit dépasser ce stade-là. L'intérêt général du Sénégal prime sur tout autre intérêt qu'on peut regarder. Et c'est à la justice de veiller à cela. Qu'on vous dise que le président Macky Sall est au-dessus de vous, que vous avez le ministère de la Justice, faites en sorte que quand vous rentrez chez vous, quand vous regardez vos enfants, quand vous regardez votre famille, vous êtes satisfait du travail que vous êtes en train de faire et vous allez dormir d'un sommeil qui est vraiment un sommeil de paix parce que vous vous êtes rendu compte que j'ai travaillé pour mon peuple dans l'honnêteté, dans l'éthique et que je n'ai rien à regretter. Maintenant, dans toute cette situation-là, je dis qu'il faut qu'une nation, on est une petite nation, c'est la première fois qu'on a ce débat sur le pétrole et le gaz. On n'a jamais eu ce débat-là. Il faut tirer les conclusions de ce qui s'est passé et qui ne s'est pas bien passé. Et après, avancer sur des situations où on peut améliorer. Moi, je le réitère et je l'ai dit depuis le début quand j'étais dans mon mandat. Il m'a cité, il m'a dit que j'étais dans Benno Bokk Yakaar. Effectivement, comme lui, hier, il était dans l'opposition en train de manifester contre Wade. Les situations changent. Mais ce que je réitère, c'est que M. Antoine Diouf, et c'est un cri du cœur, je ne souhaite plus voir un de mes présidents de la République sortir de ce pays pour X ou Y ou Z. On ne peut pas s'offrir, aujourd'hui, en tant que nation, le luxe de perdre Senghor, de perdre Abdou Diouf, de perdre Abdoulaye Wade et de perdre aussi Macky Sall parce que
d'autres États ont le président chez eux et ils symbolisent ce qu'il y a le plus, je ne dis pas parfait, mais le plus solide dans une nation, c'est-à-dire des références solides pour que demain on dise ce sont là les fondamentaux, ce sont là les personnes qui ont géré notre pays et on est fiers d'eux. Mais je regrette de voir aujourd'hui, et je le dis, un maître Wade qui est en train de se pavader quelque part, qu'il n'a pas de maison, ce n'est pas maître Wade, c'est le Sénégal. Que Abdou Diouf aille à l'extérieur, vivre ailleurs alors qu'il a géré notre pays, ce n'est pas Abdou Diouf, c'est le Sénégal. Et c'est des symboles aujourd'hui qui devaient être dans des universités ou ailleurs, avoir des chaires pour discuter avec notre jeunesse et leur dire voici un système de gestion, voici les choses comment évoluer, essayez de leur mettre leur expérience au profit du pays. Babacar Gueye, sur les auditions, le déroulement et sur le procédé utilisé, comme on l'a dit tout à l'heure. Je magnifie vraiment la dernière intervention de Cheikh. Oui. Parce que quand même, avoir des présidents qui s'en vont à chaque fois qu'ils terminent leur mandat, ça c'est déplorable. Et je pense qu'avec le président... Qui peuvent être utilisés aussi par d'autres pays. Qui peuvent être très utiles. Mais je pense qu'avec le président Macky Sall, cela n'arrivera pas. Ça, quand même... Vous en êtes sûr? On a la chance d'avoir un des rares présidents à être à 300% sénégalais, lui et sa famille. Donc, ça, c'est une chance. Mais maintenant, pour le procureur, moi, je trouve que, quand même, à son corps défendant, je pense quand même que le procédé qu'il a utilisé, il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui détiennent des preuves. D'accord? S'il y a eu, comment on appelle, un forfait, il y a des gens qui sont quand même chez lui, qui ont des documents, qui peuvent témoigner et qui ne vont jamais s'exposer à la presse. Donc, quand on fait un appel à témoins, tout un chacun susceptible de se prononcer sur ce dossier peut se présenter. Alors que quand il saisit le dossier et prend ça en charge et convoque des gens, il ne convoquera que ceux qui se sont prononcés publiquement. Et ceux qui se sont prononcés publiquement, comme on le dit, appartiennent à des camps et d'autres sont des nihilistes absolus. Ça veut dire que même si vous les convoquez, ils ont ce malin plaisir de dire « je ne viens pas ». Rien que pour créer la zizanie et semer le trouble dans la conscience des Sénégalais. Alors, est-ce que c'est intéressant pour un procureur de dire à quelqu'un de l'opposition « je vous convoque », ce dernier dit « non, moi je ne viens pas tant que le président Macky Sall ne viendra pas ». Il n'a pas la possibilité de convoquer le président. Mais il est gêné. Ça veut dire qu'il ne viendra pas. Voilà. Donc l'appel à témoins, je crois, pour quelqu'un qui veut... Vous avez fait... C'est l'État quand même. Oui. L'État a les moyens. De le faire convoquer, de le faire venir. Je sais que l'État a les moyens, mais je trouve que la problématique, le problème que tout ça va engendrer, je crois que ça... Vous ne préférez pas ça? Non, parce que ça n'aidera pas la vérité à éclater. Oui. Parce que quelqu'un qui est dans l'opposition et qui a pour objectif unique de saboter, il aurait bien aimé qu'on le tire de chez lui avec des forces de l'ordre. Faire un buzz avec, arriver au tribunal, dire ce qu'il a envie, parce que le procureur ne va jamais sortir pour dire voilà ligne par ligne ce qu'il a dit et les questions que j'ai posées et voilà la réponse qu'il a donnée. Le procureur ne le fera jamais. Et lui, il peut sortir, dire tout ce qu'il veut, il n'aura pas de réponse. Donc, cet appel à témoins s'adresse à des gens responsables, à des gens qui ont un souci de faire éclater la vérité, qui veulent que la vérité éclate. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans le déni, qu'ils n'étaient pas, je ne parlerai pas qui n'étaient pas dans la contre-vérité, pour éviter le mot mensonge, parce que je trouve que c'est trop lourd. Donc, qui étaient dans la contre-vérité, qui ne disaient pas aux Sénégalais la réalité. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont la possibilité, s'ils sont dans leur bon droit, vraiment, d'aller vers le procureur, d'apporter les preuves des accusations, d'accord, qu'ils sont en train de rabâcher à longueur de journée et depuis au moins 5 ans ou 6 ans. Cette fois-ci, ils ont l'opportunité de prouver qu'eux étaient dans leur bon droit, qu'eux disaient la vérité, qu'eux ne flouaient pas les Sénégalais. D'accord? Et à leur sortie, quand même, qu'ils ne se limitent pas à dire « ouais, j'ai dit au procureur ceci », rien de clair. Parce que tous ceux qui sont sortis et qui ont raconté leur idylle avec le procureur, excusez-moi du terme, oui. Il n'y en a personne qui a dit aux Sénégalais quelque chose de clair qui éclaire le dossier. Personne. Je lui ai remis ce que j'avais sur le truc, je lui ai dit ce que je savais. Et ils s'en arrêtent là. Mais ils n'ont qu'à éclairer les Sénégalais, ce qu'ils ont réellement compris. Alors là, est-ce qu'on ne va pas finalement dire, bon, on a convoqué des gens, on les a entendus, mais au bout du compte, bon,
ils n'ont pas apporté de preuves ou d'éléments d'information. Par conséquent, rien à reprocher à M. Sall. Vous n'avez pas cette inquiétude, M. Ma profonde conviction, monsieur Diouf, ma profonde conviction est que le procureur va sortir au lendemain de cette enquête pour dire que tous ces gens-là criaient tous les jours ne m'ont apporté aucune preuve. Par conséquent, il n'y a rien à reprocher à M. Aliou Sall. Je coule le dossier. Oui, vous avez les mêmes appréhensions. Vous savez, les contrats pétroliers et gaziers sont complexes. Ce ne pas des contrats où vous allez avoir des preuves facilement comme s'il y avait des preuves à donner de droite et gauche. C'est des contrats complexes et c'est bas au vu et au su de tout le monde. Bon, comme il dit, peut-être que certains avancent sur... Je ne sais pas qui a donné quoi, mais ce que je sais, pour le fait, c'est que les contrats-là sont des contrats qui ont été gérés dans des conditions où nous ne pouvons pas avoir les éléments clés. C'est pourquoi quand je parle de parlement, je parle d'un processus où au moins quelqu'un d'autre a un nez là-dessus. Qu'il y ait des éléments de preuve, moi je donne la première option d'une innocence. Je n'ai jamais été témoin de qui a signé ou qui n'a pas signé. Mais c'est des faits qui sont là maintenant aux gens d'amener le peuple. Mais vous savez, il y a un problème fondamental aussi, c'est que est-ce que le procureur même est outillé pour comprendre la complexité de ces contrats-là? Vous savez, ces contrats-là, c'est pas des on va jusqu'en Afrique du Sud pour vous apprendre les conditions de pré-signature des contrats. D'où la nécessité de mettre les magistrats. D'où la nécessité aujourd'hui, au-delà de ces débats-là, de capacité la justice sénégalaise sur les contrats en général et plus particulièrement sur les contrats miniers et pétroliers et gaziers. Mais en plus de cela, c'est de revoir même notre système de formation de nos administrateurs qui sortent de l'ENA pour aujourd'hui revoir et leur dire vous n'êtes plus dans le système classique de 1960 avec la gestion administrative pure et dure, vous êtes dans le système de management de l'économie pétrolière et gazière, vous devez fondamentalement changer. Et ça, je reviens sur ce que un monsieur, et ça m'a beaucoup plu, pour ne pas le citer, le directeur de l'INPG, quand il a dit, mais monsieur le président, nous avons besoin de rééduquer tout le système du Sénégal, y compris l'administration en premier, pour qu'ils comprennent les enjeux auxquels nous devons faire face. Et donc, c'est la question fondamentale aujourd'hui que je me pose. Est-ce que la justice sénégalaise, est-ce que le procureur, est-ce que les juges sont assez outillés pour pouvoir lire ces contrats? Vous savez, dans ces compagnies-là, même pour un stylo, vous avez des avocats. Chaque paragraphe, vous avez des avocats qui lisent, qui comprennent, et que ce sont des contrats qui sont assez lourds de conséquences. Ce qu'on voit, nous, de dehors, c'est juste des répartitions, c'est juste ce que le Sénégal va avoir, mais il y a tout un processus derrière. Aujourd'hui, j'entends des choses, c'est vrai, légitimement de la part de l'opposition, sur les conditions de transparence. Mais vous entendez d'autres choses, et quand vous êtes dans la lecture des processus de ces contrats-là, vous devez faire la différence entre ce qui est investissement, ce qui est la période de récupération de ces investissements et les dividendes. Mais Antoine, tout ce débat-là se fait sur le fait qu'on pense que le pétrole et le gaz vont sortir demain. Ce n'est pas en 2024 que le pétrole et le gaz vont sortir. Les productions vont commencer à sortir en 2024. Mais les premiers dividendes pour l'État du Sénégal vont tomber en 2030. En 2030. Et si on tombe en 2030 et que le pétrole et le gaz, le baril de pétrole revient à $20, qu'est-ce que le Sénégal va faire? C'est des questions qu'on doit se poser. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il faut vraiment revoir le Sénégal et vraiment rééduquer la population face à ces enjeux. Je suis en face de vous, vous avez une belle vue, vous avez tous ces immeubles et tous ces habitats, mais personne ne pense et n'imagine l'impact de ces ressources-là sur les logements demain, et que ces logements qui coûtaient 150 000, aujourd'hui, je peux citer ma soeur qui habite ici, Madina Seyroussi, à côté à Sacré-Cœur. Elle va se retrouver peut-être à payer, elle a sa maison, mais quelqu'un qui a 150 000 a payé 500 000. Allez au Ghana aujourd'hui. Allez au Ghana. Vous devez entrer dans gentil au Gabon, tout ça. Mais vous devez prendre une location, vous payez sur un an. Et si vous sortez, on ne vous rembourse pas. Allez au Nigeria, on parle d'une villa de $1 million. Les personnes sont en train d'imaginer que ce n'est pas le revenu qui va impacter notre demain, c'est le processus qui va nous amener sur ce revenu-là qui va nous impacter. Le logement, la formation, l'économie pétrolière, qu'est-ce qu'on va faire de Saint-Louis, qu'est-ce qu'on va faire de Kayar,
Quel est le fonds d'investissement national, comme un ami l'a dit du CDS, en disant mais mettons en plan un fonds d'investissement national sur le pétrole et le gaz et essayons de préserver les acquis. Comment allons-nous mettre la chaîne de valeur nécessaire pour pouvoir capter tous ces dividendes qui est dans le contenu local? C'est un processus de formation de profondeur. Vous savez, on tente pour terminer. Oui. Fermer l'université, et je le répète partout, oui. Fermer l'université pendant 5 ans. Mesure radicale. Je vous dis, oui. Ça n'impactera pas sur l'économie. Vous investissez 100, vous avez un retour de 10. Vous allez sur la formation professionnelle, vous investissez 100, vous aurez au minimum un retour de 60. Parce qu'ils sont compétents, ils sortent, ils sont déjà formés. L'Allemagne n'investit pas dans l'enseignement supérieur comme nous. Ils investissent dans la formation professionnelle. South Korea, Corée du Sud, même chose. Les pays qui ont compris que le développement a un sens ont mis les ressources dans la formation professionnelle qui sous-tendent les économies locales. Très bien. Et aujourd'hui, fondamentalement, on doit penser comment faire de la côtière la soupape vraiment de notre développement économique à partir du pétrole. Très bien, cher Oumar Sy. Alors, Babacar Gueye, on a l'impression que beaucoup parlent du pétrole sans pour autant maîtriser ces questions. Il a tout à fait raison. Remettre notre administration au niveau actuel par rapport à ces questions. Oui, d'immenses chantiers qui attendent quand même le Sénégal. Les populations aussi, on doit les impliquer pour qu'elles comprennent davantage les enjeux. Alors, comment travailler autour de tout cela? Parce qu'aujourd'hui, le débat est pollué par rapport à cette question de transparence sur Petrotim. Et je crois que c'est vers ça où on doit aller. C'est-à-dire, que contient véritablement les contrats et est-ce que réellement nous en profitons? Parce que si vous prenez par exemple le contrat total, article 19.2, il est clairement spécifié qu'à la charge de l'entreprise qui va investir, $1 million va être décaissé. C'est une grosse somme. Et ce n'est pas seulement $1 million, il y a les $200 000, les $150 000 qui se suivent, et qui est dédié à la formation du personnel chargé de vérifier les opérations pétrolières. Et certainement, cette formation, elle est importante. Et même fondamentale. Fondamentale. Oui. Et dans nos contrats, nous faisons prendre en charge aux entreprises qui investissent dans le pétrole cette charge. Ce ne sera pas à l'État du Sénégal. Donc, ceux qui disent que ouais, l'État du Sénégal ne gagnera que 10%, qui peuvent aller jusqu'à 20%, ils n'ont pas compris. Les 10%, c'est la part de Petrosen, qui est associée avec l'entreprise dans tout simplement la recherche et la production après. Donc, Petrosen cotise au titre de la recherche. Actuellement, l'État du Sénégal doit de l'argent aux entreprises qui font la recherche. Parce que c'est la part de Petrosen, parce que Petrosen cotise au capital. Ça n'a rien à voir avec la part du Sénégal dans la production de barils, qui va aller de 50 000 barils, 26%, à 200 000 barils, 50%, avec les taxes et tout. Il y a des contrats où le Sénégal va se retrouver avec 70% sur la production globale. Donc, les contrats ne sont pas mauvais. Le Sénégal, franchement, ce que le Sénégal a obtenu actuellement, il y a énormément de pays qui ont fait 20 ans, 30 ans avant de pouvoir l'obtenir sur leur contrat pétrolier. Donc, à ce niveau, nous sommes en avance. Maintenant, là où j'appelle l'opposition, parce que moi je dis que le combat de l'opposition est noble, il faut aller vérifier à temps réel si ces sommes qui sont prévues dans les contrats, prévues dans le code, est-ce que ces sommes véritablement vont là où elles doivent aller? Pour moi, le combat doit être à ce niveau. Le combat doit être à un autre niveau. Que nous n'ayons pas comme obstacle et comme obstruction le pétrole. Parce que le pétrole ne peut pas quand même, une focalisation sur le pétrole pour nous bloquer. Des pays se sont développés sans aucune ressource. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous devons aller au-delà. Compter d'abord sur la formation professionnelle. Oui. C'est très important. Parce que ce que je ne peux pas comprendre, et ça je l'ai dit très souvent, je l'ai dit même en présence du président, je dis, moi je ne peux pas comprendre que dans un pays où tout est à faire, parce qu'au Sénégal, tout est à faire. Absolument. Son nouveau plan pour 2024, c'est clair. L'hygiène, l'environnement, etc. Donc, tout est à faire dans ce pays. Dans un pays où tout est à faire, moi je ne peux pas comprendre que le taux de chômage, bien qu'il ait réduit drastiquement le taux de chômage, ça aussi il faut le reconnaître, au moins de 0,7 points ou de 7 points d'ailleurs, à 0, c'est de 7 points. Donc, moi je trouve que même si on en est à ce niveau de réduction du taux de chômage, ce n'est pas normal qu'au Sénégal, on en soit toujours à ce taux de chômage. Ce n'est pas normal parce que tout est à faire dans ce pays. Dans les pays où tout est
quand l'Italie était à faire, quand l'Italie se construisait, tous les Sénégalais trouvaient du travail et tous ceux qui sont allés là-bas ont construit des immeubles au Sénégal. Donc nous, aujourd'hui, on est à cette étape. Le Sénégal est un pays à faire, à construire. Donc nous devons tirer profit de tout cela. Je trouve que c'est là où se situe le débat. Comment faire pour arriver à un niveau de développement adéquat pour que le Sénégalais puisse se soigner dignement? Comment organiser tout simplement le problème des terres? Il faut régler ce problème-là. Moi, je trouve que le foncier... Beaucoup de problèmes fonciers. Non, le foncier, c'est le premier grand problème de ce pays. Oui. Et c'est pourquoi j'appelle l'opposition à cibler et à désigner les véritables problèmes pour qu'on avance vers ça. Et à arrêter tout simplement de faire dans les invectives. Très bien. Voilà. Vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui l'ancien député de Besdouniak, Cheikh Oumar Sy, et Babacar Gueye, c'est le porte-parole de Macky 2012. Il nous reste 10 minutes, mais j'ai vu que vous avez quelques mots à dire sur cette question avant d'aborder le volet élection locale de cette émission. Rapidement, Cheikh Oumar Sy. Parce que je lui dirais d'être très prudent sur les cotations 70-10%. Vous savez, le Tchad est tombé dans ce même travers. Où on a miroité des choses et au final aujourd'hui le Tchad est complètement en lambeaux économiquement, où les salaires sont tombés de 1,3 million jusqu'à 300 000 du jour au lendemain. Moi je pense qu'il faut, même quand vous avez des chiffres pareils, mettre des garde-vous et ne pas vous focaliser sur ce revenu. Je le conseillerais vivement au président de la République. Je le conseillerais à ceux qui communiquent pour lui d'arrêter de mettre le focus sur le revenu et de commencer à parler de l'économie pétrolière. C'est-à-dire ce qui entoure toute l'économie et ce qui va accompagner le contenu local et nos entreprises et transiter vers le qui. Tout est à faire, il a dit. Mais le premier chantier qu'il faut faire, c'est vraiment de reconstruire le Sénégalais lui-même et ses valeurs. Vous savez, un pays ne se développe pas parce qu'il y a des ressources. Les pays se développent parce que les hommes qui ont des valeurs et des principes et un amour pour le pays pour les construire. C'est tout. Le Sénégal a du phosphate, a des ressources halieutiques, du pétrole, du gaz, l'agriculture, tout cela. La pêche, le tourisme, tout ça. Le Sénégal n'est pas pauvre, n'est pas un pays pauvre, je suis désolé de le dire. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre. Nous avons des ressources humaines assez qualifiées et importantes. Mais ce qui nous manque fondamentalement, je ne l'utilisais pas pour ne pas aussi pour utiliser les propos de mon ami Sonko pour le titiller un peu. Il nous faut beaucoup plus de patriotisme et beaucoup plus de générosité vis-à-vis de nos citoyens pour les conscientiser sur les enjeux qui les attendent. Et ça, c'est important. Vous allez à Kayar, où j'ai mené une étude, à Saint-Louis, vous avez la psychose des pêcheurs par rapport à cette venue de ressources qu'ils ne voient pas face à la mer, qui se posent des questions, qui transforment. Quel sera notre avenir? Qu'est-ce que notre avenir? Il y a déjà des impacts. Aujourd'hui, il a parlé du foncier. Mais je conseillerais au président de la République de prendre rapidement des décisions avec ses ministères pour qu'aucune personne étrangère ne puisse acheter du foncier au Sénégal. Pourquoi? Allez au Maroc, vous ne pouvez pas avoir 1 mètre carré. Aujourd'hui, avec ces gens qui viennent avec les ressources pétrolières et gazières, mais forcément, vous allez... Déjà à Saint-Louis, ça a commencé, il y a beaucoup de spéculations foncières à Saint-Louis. Et cela, il faut forcément qu'aujourd'hui, les ministères et l'État prennent une décision rapidement pour dire que nous ne pouvons pas et nous allons prendre des directives pour que... Faire de Kayar, par exemple, une SA, ça veut dire que toutes les infrastructures qui vont s'installer forcément à Kayar. Et j'aime, pour ne pas le citer, une entreprise sénégalaise qui s'appelle GEFOS, quand je suis allé à Gare de Diouf. Mais les populations, quand ils ont commencé à discuter avec eux, ils leur ont dit, excusez-moi d'utiliser le Wolof, ils ont compris. Oui. Ils ont compris. Les enjeux, c'est-à-dire qu'il faut que les ressources restent dans la collectivité. Tout à fait. Comme l'a prévu d'ailleurs la Constitution. Alors, les questions relatives aux élections locales qui sont prévues le 1er décembre prochain. Pendant ce temps, le dialogue est en cours. Des partis comme le PDS disent qu'il faut respecter le calendrier électoral. Vous êtes du même avis que le Parti démocratique sénégalais? Oui, nous sommes du même avis. Le président lui-même est dans cette logique de respecter le calendrier électoral. Moi, je suis un délégué de la majorité. Et d'ailleurs, je viens comme ça du dialogue pour Tout à fait. diriger ce plateau. Oui. Donc, le président lui-même est dans cette logique. Mais il nous a dit une chose. Il a dit que tout consensus qui sortirait de ce dialogue, il va l'appliquer à la lettre. Ça veut dire que si l'opposition, dans sa majorité qui est là-bas, dans sa majorité, parce que à part le PDS, je ne vois pas une frange de l'opposition qui n'est pas présente.
l'opposition la plus radicale, la plus farfelue, tout le monde est là-bas. Donc, oui. Le président est pour le maintien de la date du 1er décembre. Cependant, si nous tombons d'accord, parce que l'opposition tient à ce que nous progressions d'une certaine manière. Parce que nous, ce que nous voulions, c'est qu'on aborde automatiquement les questions liées aux élections locales. Comme ça, on n'aura pas à tout simplement faire un report. Mais eux aussi ont leur calendrier. Et nous, ça ne nous gêne pas quand même de le dérouler comme cela se doit. Tant qu'on trouve des consensus qui aident le Sénégal à avancer dans le bon sens. Donc le dialogue se passe bien et véritablement je salue le patriotisme des représentants de l'opposition qui sont là-bas. Et le débat se passe démocratiquement. Il n'y a pas de point d'achoppement pour le moment. Bon, il y a eu des points de divergence par rapport au décret du président, mais comme ce décret était prévu, ça ne pouvait pas être un blocage. L'opposition n'a pas voulu faire ses rencontres au ministère de l'Intérieur. Oui, ça c'est pas un problème. Ça veut dire que ça va avoir un coût supplémentaire sur le dos de l'État. Oui. Mais quand même, comme le président veut que les Sénégalais dialoguent autour de l'essentiel et que plus jamais au Sénégal les contestations électorales ne se passent. Parce qu'il faut retenir pour l'histoire quand même que jamais l'opposition, une opposition d'ailleurs, la nôtre comme les autres, jamais une opposition n'a reconnu une victoire d'un président de la République sortant. C'est toujours le contraire qui se passe. C'est le président sortant qui est vaincu et qui reconnaît la victoire de l'opposant. Oui. Mais jamais de l'histoire de ce pays, l'opposition n'a reconnu des... Vous n'avez pas encore discuté de la tenue des locales, la date, tout ça, pour le moment? Non, on n'en a pas discuté. Encore. Pour l'instant, ça fera l'objet de discussion. Voilà, le calendrier, c'est le calendrier électoral de décembre qui reste tout simplement la date pour les élections. Mais tout de même, nous ne voulons pas subir de pression des élections locales parce que nous voulons quand même sortir quelque chose de solide et de crédible pour que la démocratie... Ça veut dire qu'on peut aller vers un report, c'est ça? Bon, ça sent aussi quand même. Vu quand même comment se passent les débats, ça sent et c'est certainement pas la faute de la majorité. Parce que la majorité, elle, a voulu qu'on discute d'abord des questions liées aux élections pour aller très vite. Mais on a des partenaires qui sont les non-alignés, la société civile, l'administration. Et l'opposition veut, coûte que coûte, que l'on audite le processus, que l'on aille dans cette direction et qu'on sait que ça prendra du temps. Très bien. Maintenant, la caution, vous en avez parlé aussi. Pour terminer le dernier point. On n'en parle pas encore. On reste sur le cap de la caution. Les 10 millions pour les élections communales et 10 millions pour les élections départementales. On reste sur ça. Il faut dire que tout le monde n'est pas pour, mais comme on n'en a pas encore discuté, on ne peut pas véritablement dire qu'est-ce que... Cheikh Oumar Sy, pour terminer, il faut impérativement tenir ces élections locales le 1er décembre. Je vais titiller M. Gueye, parce que depuis le début... L'argumentaire était solide, mais quand il est venu sur cette question-là, il a fait un exercice difficile. Et j'aime bien, nous, les politiques, quand on sait qu'il y a des choses qui se passent derrière et on ne veut pas se prononcer sur cette question. Vous savez, monsieur Antoine, que les élections se passent le 1er ou après, c'est une chose. Qu'il y ait des négociations aussi, c'en est une autre. Mais au Sénégal, on n'apprend pas à évaluer. On a l'acte 3 de la décentralisation depuis 5 ans. Avant d'aller vers des élections ou avant que des politiques puissent s'asseoir pour dire on va respecter le calendrier ou pas, mais faisons l'évaluation de l'impact de l'acte 3 de la décentralisation sur les communes. Est-ce que ça a été quelque chose de bien? Est-ce qu'il faut rectifier? Qu'est-ce qu'il faut réajuster avant d'aller vers des élections et continuer des problématiques? Il faut se donner le temps parce que le temps est court. Oui, mais je dis, on avait tout le temps, dans le cadre même de cette discussion politique, d'intégrer l'aspect économique et d'intégrer les aspects qui sont aujourd'hui, il le sait très bien mieux que moi, mais il y a énormément de difficultés dans la gestion de ces communes-là. Vous avez des communes qui n'ont absolument rien du tout. Vous demandez aujourd'hui 10 millions. Si on tombe d'accord, moi je suis contre ces 10 millions-là, je le dis de manière très claire. C'est beaucoup pour vous? Mais c'est parce que les conséquences économiques qui viennent derrière. Je suis candidat dans une commune. Et quelles peuvent être ces conséquences? Je suis candidat dans une commune. Oui. Je n'ai pas de ressources financières pour payer
payer les 10 millions. Je vais voir un monsieur Babacar Gueye qui est homme d'affaires ou qui sait qu'il y a une mine quelque part ici. Mais il va me financer et me préfinancer et même aller au-delà, de me donner assez de moyens pour que je gagne. Il va demander quelque chose en contrepartie. En retour. Oui. Donc c'est une question fondamentale. Je ne le dis pas parce que c'est l'État ou c'est l'opposition. Je le dis parce que j'interpelle aujourd'hui le ministère de l'Intérieur de prendre tout le recul nécessaire pour penser à ces questions de caution. Parce qu'aujourd'hui, même au-delà de cette forme de corruption qu'il peut avoir avec des hommes d'affaires ou d'autres qui peuvent voir cet enjeu derrière, mais moi-même, Cheikh Omar, si j'ai les moyens de 10 millions, les conseillers, on va les négocier. Bon, mais il dit 2 millions, je te mets tant de conseillers. Tu m'amènes 3 millions, je te donne tant de conseillers. Est-ce que ça, c'est le règle des jeux démocratiques? Ça pose problème. Et je crois qu'aujourd'hui, la sérénité, c'est de se dire d'abord, Monsieur le Président, vous nous avez mis en place l'acte 3 de la décentralisation. Faudrait-il pas voir les communes, comment elles ont fonctionné? S'il faut en supprimer certaines, il faut en supprimer pour réorganiser la cohérence économique. Deuxièmement, faudrait-il renforcer le processus électoral, comme il dit, voir un peu maintenant comment faire pour que chacun puisse avoir la confiance dans ce processus électoral. Que vous ayez cette date à échéance le 1er ou pas, le problème économique reste de mise. Parce qu'on élit des gens pour qu'ils puissent apporter des solutions dans les communes. On n'élit pas des gens parce qu'ils font partie des partis politiques. On veut aujourd'hui que quand le maire de cette commune-là vienne, qu'il puisse donner des solutions, et c'est du management. Oui. Sur la question, et si on diminue, alors, est-ce que vous ne risquez pas de régler un problème pour en créer d'autres? C'est-à-dire créer une pléthore de listes. Vous savez, la pléthore de listes, on connaît le passé de cette question de pléthore de listes. On a vu un système qui est parti sur des parrainages. Aujourd'hui, on peut plus ou moins, moi je le dis, certains l'ont décrié, mais le Sénégalais lambda que je rencontre a pu au moins avoir un discernement lors du processus électoral avec le présidentiel. On peut entrer dans des débats ou d'autres, mais je crois que si vous parlez aux Sénégalais, ils te disent moins de candidats il y a, mieux c'est pour nous parce qu'on a une lecture de ça. Mais pour les questions des communes, c'est plus particulier aujourd'hui. Il faut être très prudent. On a le temps d'en discuter, mais il faut trouver un mécanisme. Qu'on donne 1 million ou 2 millions, il n'y a pas de problème. Oui. Mais qu'on donne un mécanisme, même sur le système de parrainage, pour s'assurer que, effectivement, personne n'est lésé. Parce qu'on l'a vu, le ministère de l'Intérieur n'a condamné personne sur les questions de parrainage, alors qu'il y a eu énormément de doublons. Est-ce qu'on en tire aujourd'hui des conclusions avant d'aller vers des élections où aujourd'hui, on le fait de manière politique, comme il le dit, pour qu'on puisse trouver un consensus entre nous politiques, mais on ne prend pas l'aspect économique qui est essentiel pour le management de nos communes, qui est même plus important même que l'élection du maire. Et je crois qu'on arrive aujourd'hui à ce stade de réflexion où dialogue national, on le dit, c'est pas le dialogue politique qui intègre c'est le national, mais c'est le dialogue national qui doit avoir une sous-composante politique pour régler ces questions-là. Sinon, on va se retrouver demain ici en train de dire, bon, entre le pouvoir et l'opposition, on est en train d'arrondir les ongles pour ne pas dire on va reporter les élections pour justement, la prochaine fois. Une minute pour vous, Babacar Gueye. Vous êtes d'accord avec lui sur ces questions à traiter avant d'aller au local? La question de la caution, la question aussi des réformes à apporter par rapport aux communes et autres qui n'ont pas de moyens. C'est pour rassurer l'honorable M. Si. En fait, le décret qui vient de sortir le signifie clairement. Le dialogue politique, c'est une commission. C'est une seule commission qui est dédiée et qui fait partie globalement du dialogue national. Absolument. Mais quand même, je le rejoins, la question des ressources financières des communes quand même, c'est une question chaude qu'il faudrait quand même... Elle est cruciale. À laquelle il faudrait trouver une solution. Elle est vraiment cruciale et elle est importante. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais aussi, il faudrait qu'on se mette à élire quand même des maires qui ont de l'imagination. Parce que franchement... On a énormément qui vont chercher des partenaires, oui, voilà, il y en a beaucoup. La coopération décentralisée. Qui manque d'imagination, qu'on a des difficultés. Des fois, vous allez même vers un maire pour l'aider, avoir des partenaires. Il pense que si vous l'aidez, après, vous allez prendre son électorat. Les maires refusent même l'aide qu'on leur offre. Donc ça, quand même, c'est une question qu'il faudrait régler. Que ces maires appartiennent au pouvoir ou à l'opposition. Je crois que la question du choix des maires, elle est, très bien. Est essentielle et fondamentale. Merci Babacar Gueye. Vous êtes le porte-parole de la coalition Macky 2012, président du parti Initiative Républicaine. Merci également à l'ancien député Cheikh Oumar Sy, président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. C'est fini pour Espace Politique. Au micro, Antoine Diouf. À la technique, il y avait Pierre Dien et Sidigna à la vidéo. Restez en compagnie des programmes de ITV et de iRadio. La radio est une imagination. La vôtre.
Bienvenue sur e-radio 90.